amis, ça fait maintenant 20 jours que les pistonnés n'ont plus de pistons et sont devenus déconfinés. Et si le prochain Grand Prix est dans le meilleur des cas dans 68 jours, votre émission F1 préférée vous donne rendez-vous en attendant tous les dimanches à 17h pour échanger, analyser, débattre et plus largement discuter entre passionnés. Toute l'équipe des pistonnés est bien présente. On va d'ailleurs aller leur dire bonjour, à commencer par l'homme qui envoie déjà Fernando Alonso chez Aston Martin en 2021. Hamza Ramani est avec nous. Bonjour Hamza. Bonjour à tous, comment ça va? Comment ça va toi Hamza? Ça va très bien, hein, on survit. Eh bien, écoute, c'est déjà une bonne chose par les temps qui courent. En Déjà tout pas cas, on mal. est très heureux de t'entendre. Mon second s'est emparé, c'est même emporté, on peut le dire, par colère et par la peine aussi un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est Monsieur Brice Germain qui est avec nous aujourd'hui. Salut Brice. Salut à tous. Ouais, non, j'ai fait une petite boulette ce matin sur Twitter, mais rien de grave comparé à la situation générale. J'étais un peu déprimé de ce confinement, et puis après, je me suis maté Monaco 96 et ça va mieux. Ça va. On l'imagine bien sûr, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, il a été diffusé en effet par la F1, eh bien c'était tout simplement aujourd'hui. Mon troisième vient tout juste de boucler une sim race contre un vrai pilote de F1, on n'a pas encore le droit de dire son nom, on n'a pas encore le droit de dire ou de vous spoiler en vous disant s'il a gagné ou pas, mais c'est bien sûr Pierre-Olivier Valette, oula je vais y arriver, alias Monsieur Despiello. Salut Pierrot, comment ça va? Salut Manu, salut à tous. Bah écoute, ça va. J'ai pris tarif, mais ça, bien sûr, vous allez le découvrir d'ici quelques jours normalement. Ça devrait se faire mardi soir, donc surveillez les réseaux sociaux. Vous allez voir, ça peut être sympa. Enfin, le petit nouveau de cette équipe, celui qui était journaliste Canal avant que cette crise sanitaire commence et qui, confinement oblige, est devenue Instagrammeuse spécialiste de la série Gossip Girl. Bonjour Alex Caldi, merci d'être avec nous. Merci, ça fait plaisir de revenir. Et ouais, j'ai passé des bons moments avec Serena van der Woodsen et Blair Waldorf, et maintenant je suis de retour dans les pistonnets. On préfère quand tu parles de Formule 1, ça c'est notre avis à nous, bien sûr, de Voilà. pistonnés, mais je sais qu'une grande communauté te suit, bien sûr, tout autour des séries. Messieurs, le format des confinés a un tout petit peu changé. Je vous propose tout de suite le menu et le sommaire surtout de cette nouvelle mouture. On attaquera chaque semaine sur la news qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, on s'intéressera notamment à cette déclaration de Christian Horner et de Red Bull, bien sûr, qui souhaiterait la révolution, un report de la révolution de la Formule 1 pour 2023. On aura un focus où on discutera aujourd'hui de savoir qui est, selon vous, le meilleur line-up de l'histoire de la Formule 1. Et puis, on débattra ensuite sur ce qui est pour vous la meilleure tactique au moment, bien sûr, de constituer et de créer un line-up. Vous êtes peut-être pragmatique et il vous faut à ce moment-là un numéro 1, un numéro 2, comme à la grande époque, bien sûr, Schumacher, Barrichello, ou vous êtes un romantique et vous préférez avoir les deux meilleurs comme McLaren avec Senna et Prost. Enfin, on se quittera avec un quiz de circonstances. Vous le verrez avec notamment des belles petites questions, des beaux petits qui suis-je et une thématique toute trouvée. Allez les amis, les usines sont fermées, les salaires ont même pour certains pilotes été baissés et si le Grand Prix du Vietnam devait avoir ce week-end et a été reporté, ça ne nous empêche pas bien sûr de parler tout de suite d'actualité. On vous en parlait il y a 3 semaines, en raison de la pandémie de coronavirus, la F1 et plus largement le Conseil mondial de l'automobile a décidé de repousser à 2022 la grande révolution prévue en 2021 afin de réduire au maximum les coûts alors que les écuries font face bien sûr à une crise économique majeure. Des mesures qui ne vont pas assez loin pour Christian Horner, le patron de Red Bull, qui a déclaré ceci: nous discutons de la possibilité de repousser d'une année supplémentaire le nouveau règlement parce qu'à mes yeux, il serait totalement irresponsable d'augmenter les coûts en 2021. Voilà ce qu'a déclaré l'anglais à la BBC. Cela a l'air d'être plutôt accepté, mais il faut que ce soit ratifié par la FIA afin de repousser ces coûts de développement à 2022 avant une introduction dans la saison 2023. Alors en clair, messieurs, la révolution F1 repoussée à 2023, est-ce que ce ne serait pas en fait pour vous la meilleure solution pour garantir notamment la survie des 10 équipes engagées? C'est la meilleure solution dans le sens où il n'y a pas que la saison 2020 qui est impactée par cette crise et que forcément, reporter d'un an, c'est simplement reporter un problème financier un an plus tard, puisque on le sait, normalement, la saison 2020 devrait se terminer début 2021. Donc, a priori, les voitures pour 2021, elles vont être déjà compliquées à livrer.
Donc, si en plus de ça, on rajoute une pression supplémentaire sur la fin de championnat pour créer la voiture 2022, je pense qu'il faut laisser du temps aux écuries pour qu'elles puissent digérer tout ça et faire un calendrier à peu près correct sur 2 saisons et derrière, avoir cette révolution qui soit faite correctement et pas à la va-vite en 2023. Non, mais après, oui, effectivement, moi, je suis plus de cet avis à continuer la saison, à reporter toutes ces évolutions qui coûtent énormément. Et même si de toute façon, si on laisse ça pour 2022, il faut imaginer le prix que ça va coûter déjà pour les écuries où aujourd'hui, il n'y a aucun revenu, il n'y a rien qui rentre dans les caisses. Normalement, vous courez, eh bien, vous avez de l'argent. Je vais prendre un exemple encore, il y a un peu plus de 10 ans, quand il y a eu la crise financière en 2008, où à ce moment-là, tous les constructeurs automobiles étaient vraiment en galère et il y avait quand même des revenus, tout simplement parce qu'il y avait des courses. Là, il n'y a absolument plus rien, il n'y a plus aucun revenu. Et donc, avec des évolutions qui coûteront extrêmement cher dans une révolution énorme de tout ce qui est aérodynamiquement parlant pour la Formule 1, il faut absolument avoir, j'ai envie de dire, une façon de digérer tous les coûts qui vont arriver. Et 2023, même si c'est Christian Horner qui l'affirme, et on sait l'opportunisme qu'il y a du côté de Red Bull, c'est quand même une bonne idée de reporter ça à 2023. Moi, je vais pas rajouter grand-chose à part effectivement le fait que eh bien, le règlement 2020 va servir pour 2021. Donc, on va geler les châssis généralement et on va essayer de aussi geler quelques autres pièces, les suspensions, les roues, ce genre de choses, voire même peut-être la boîte de vitesse. Mais voilà, il y a encore des choses qui vont être discutées. Aérodynamiquement parlant, il y aura peut-être des améliorations encore possibles, on va dire, à faire pour 2021, toujours sur la base de la voiture 2020. Mais effectivement, en fait, il faut essayer d'éviter au maximum ce qu'on appelle le double développement, c'est-à-dire de développer et la voiture de l'année en cours et la voiture de l'année prochaine. Et encore plus dans le fait que eh bien, la voiture de l'année d'après sera une grande révolution qui va demander beaucoup d'argent et beaucoup de ressources pour les écuries et encore plus pour les petites écuries. Donc, pourquoi pas essayer d'avoir une première stabilité réglementaire, même si la hiérarchie va pas beaucoup changer, pour justement essayer de faire en sorte que les petites équipes eh bien, s'habituent et les grandes équipes aussi s'habituent à ce budget plafonné de 175 millions de dollars pour ensuite eh bien, passer à la vraie grande révolution où tout le monde va un peu partir d'un même pied d'égalité, on va dire. Je pense que tout a été dit sur le point de vue financier, ce que ça va apporter aux écuries. Moi, ce que je vois et ce que je peux espérer, c'est que forcément, on va se retrouver avec une année 2021 et peut-être une année 2022 avec le format actuel où les top teams, forcément, ils vont cesser de progresser parce que leur seuil de progression est assez maigre finalement. Et les petites équipes vont, elles, continuer de progresser, ce qui fait qu'on va avoir un resserrement et on pourra avoir une saison 2021 et pourquoi pas une saison 2022 assez resserrée, assez passionnante. Ce que dit aussi Christian Horner pour étayer un petit peu les propos que vous avez pu tenir là jusqu'à présent, lui ce qu'il veut c'est donc le gel de 60% de la monoplace en dehors de l'aérodynamique entre 2020 et 2021. Tu parlais également du plafonnement bien sûr des budgets à 175 millions d'euros, Pierrot. Christian Horner il veut aller beaucoup plus loin, enfin un petit peu plus loin avec des budgets plafonnés à 150 millions. On n'est qu'à 25 millions près. Après tout c'est vrai qu'en Formule 1 c'est pas grand chose. Il y a quand même une chose qui nous frappe les gars et je vais vous relancer là-dessus, c'est que autant, on va dire, les grosses écuries faisaient la sourde oreille aux demandes de réduction, bien sûr, des coûts qui étaient voulus notamment par les plus petits il y a maintenant un an. Et on a l'impression qu'avec ce coronavirus, quelque part, ça a mis tout le monde d'accord sur le fait que la Formule 1 doit absolument coûter moins cher. Est-ce que, pour revenir à une question qu'on s'était posée il y a quelques semaines, est-ce qu'on ne va pas casser et perdre un petit peu l'esprit de ce sport dans les saisons à venir? Non, je pense pas. C'est pas trop le souci. Le souci, c'est que là, en fait, tout le monde est impacté de la même manière et que les top teams vont se retrouver avec des soucis financiers qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir parce qu'ils n'ont déjà pas les revenus télévisuels qu'ils doivent avoir. Et eux, Dieu sait que c'est important parce qu'ils sont énormes, ces revenus télévisuels. Mais en plus de ça, comme Fred Vasseur a pu le dire avec Julien Febvre, une saison qui va être concentrée, c'est une saison qui va coûter excessivement d'argent parce qu'il va falloir livrer des pièces en quantité énorme puisqu'ils ne reviendront pas à l'usine aussi régulièrement que sur une saison normale et que c'est la saison 2020 qui va certainement coûter le plus cher de l'histoire de la Formule 1. Donc à partir de là, ça ne concerne plus que Williams, que Haas ou que Alfa Romeo. Même Mercedes, même Red Bull et même Ferrari vont se retrouver dans une logique d'économie. Et à partir de là, je pense que c'est quelque chose que les grosses équipes ne regardaient que du coin de l'œil, le côté financier. Et cette saison va vraiment leur faire prendre conscience qu'il y a un problème de coût
et qu'il faut régler ça assez rapidement. C'est pour ça, à mon avis, que Horner a fait ce genre de déclaration. Après, le truc, c'est que si on ne fait pas ça, forcément, et c'est peut-être dur à imaginer, mais aujourd'hui, si on ne fait pas ces sacrifices, ces énormes sacrifices, il y aura des écuries qui quitteront la Formule 1 à l'issue de la saison 2021. Ok, messieurs, rien à rajouter du coup sur la news de cette semaine. C'est vrai qu'on a longtemps hésité au moment de choisir la news parce que c'est vrai qu'on aurait pu également évoquer le retour officiel d'Aston Martin. Chez Kamsa avait beaucoup de choses à nous dire, notamment concernant Fernando Alonso. On aurait pu évoquer bien sûr d'autres sujets. On s'en garde un petit peu sous le pied. Bien sûr, on reviendra chaque semaine avec un sujet d'actualité qui sera débriefé par les pistonniers en attendant que la compétition reprenne. On quitte l'actualité chaude de ces dernières heures pour se replonger un petit peu dans l'histoire de la F1. La semaine dernière, on évoquait les plus beaux grands prix. Focus aujourd'hui, bien sûr, sur le meilleur line-up de toute l'histoire de la F1. Qui est le meilleur duo de pilotes réunis dans la même écurie en 70 ans de F1? Une question certes subjective, mais qui a été relancée par cette déclaration de Pedro de la Rosa. C'était il y a maintenant 15 jours. Je pense vraiment que les nouvelles générations sont plus fortes. Je n'ai rien contre Senna ou Prost, qui resteront toujours des héros, mais je pense que le niveau de Fernando Alonso et de Lewis Hamilton était incroyable. Je me souviens avoir regardé leurs données et avoir pensé, ces gars-là sont sur une autre planète. Ce duo de pilotes est probablement le plus fort qui ait jamais existé. Voilà pour les mots, bien sûr, de l'ami Pedro, d'ailleurs, qui était à retrouver dans un quiz il y a maintenant 15 jours chez les pistonnés. Alors, messieurs, ma question va être toute simple. Êtes-vous d'accord déjà avec Pedro de la Rosa? Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, quel est pour vous le meilleur line-up que la F1 ait connu? Allez, on va remettre le plan à 5 et je vous laisse bien sûr commencer là-dessus. Hamza, est-ce que tu veux commencer? Parce que je pense qu'on va rester sur Pedro de la Rosa. Faut écouter la voix de la sagesse, entre guillemets. Hein. Clairement, Alonso Hamilton, deux diamants absolus qui sont même pas bruts, qui sont taillés, qui sont parfaits, etc. Et ça a donné une saison magnifique et ô combien intéressante aussi sur le point de vue du championnat parce que même s'il y a eu une affaire d'espionnage qui sont un petit peu en dehors des attributs des pilotes, eh bien McLaren est volé très très loin devant avec Alonso et Hamilton contre Massa et Raikkonen. Donc est-ce qu'il vaut mieux avoir deux gros talents ou un numéro 1, un numéro 2? Je sais pas, mais pour l'instant, je dirais plutôt qu'il faudrait avoir un bon gros talent et voire même un deuxième gros talent et qui se poussent l'un et l'autre pour emmener l'équipe toujours plus haut. Et donc ça veut dire, juste pour repréciser, que tu es d'accord avec Pedro de la Rosa sur le Alonso Hamilton. Ah oui, clairement. Clairement, meilleur line-up. J'ai compris ton approche romantique. On en reparlera bien sûr dans le débat. On va enchaîner. Je crois que c'est Alex qui levait la main, qui n'était pas du tout d'accord avec toi, Pierrot. Si on regarde la saison 2007, les deux se sont sabotés, tout simplement. Et ok, on a deux diamants bruts, deux diamants incroyables. On a Hamilton qui vient d'arriver rookie et Fernando Alonso qui vient d'être double champion du monde et qui arrive chez McLaren. Et regarde ce qui s'est passé. Les deux se sont complètement sabotés. Et finalement, c'est Raikkonen sur le fil qui vient remporter son premier titre mondial. Je suis désolé, hein, mais pour l'instant, j'ai envie de te dire, sur la classification, il y avait marqué McLaren en haut. Ouais. Non. Non. Il y avait marqué McLaren avant qu'il y ait un problème d'espionnage. Non. McLaren était 10e, mon petit pote. C'était 0. Hein, et Hamilton, avant l'affaire d'espionnage. Hamilton en 2008, il a le numéro 22, mon pote, en 2008. C'est laisse tomber. J'ai pas entendu j'ai compris l'approche d'Alex. Et on en reparlera de cette approche. J'ai pas entendu ton line-up par contre. Je t'ai entendu répondre à Pierrot, mais j'ai pas entendu ton line-up. Pour toi, le meilleur line-up de l'histoire de la F1. Alors peut-être pas que c'est le meilleur line-up de l'histoire, mais en tout cas pour moi, ça a quelque chose de très significatif et de mon approche assez pragmatique de la Formule 1. Et je suis quelqu'un aussi qui aime un peu les histoires de vie et les histoires un peu sentimentales. Moi, mon line-up, en tout cas, c'est Niki Lauda et Alain Prost. Je vais plus me concentrer sur la saison 1984 où on avait deux personnes c'était la première saison de Prost avec McLaren, avec un moteur Porsche à l'époque. Et en fait, la McLaren était excellente parce que les deux pilotes étaient des metteurs au point incroyables, qui étaient uniques en leur genre et c'était très très beau à voir. Si vous voulez regarder même les images encore aujourd'hui, c'est super beau parce que les deux aujourd'hui jusqu'à la mort de Niki Lauda l'an dernier, étaient encore très très proches. Il n'y avait eu aucun problème et c'est pour ça que je reviens sur Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Niki Lauda
et Alain Prost n'ont jamais eu aucun souci entre eux. Et pourtant, c'était les meilleurs pilotes du moment et les meilleurs pilotes au monde à ce moment-là. Et le titre s'est joué pour 0,5 points, le plus petit écart de l'histoire de la Formule 1. C'était à Mais Estoril, le pourquoi? Portugal. Mais pourquoi est-ce que, peut-être parce qu'à l'époque, il y avait une structure qui était capable de gérer deux individus pour le titre mondial. Ça veut dire qu'à l'époque, tu avais Lauda et tu avais Prost qui jouaient le titre mondial, et du côté de l'écurie, on s'est dit, OK, il va falloir gérer. Et peut-être qu'à l'époque, ça a été bien géré. Peut-être que du côté de McLaren en 2007, ils ne s'attendaient pas à avoir un Hamilton si performant tout de suite, ce qui a forcément, quand tu recrutes un double champion du monde en titre et un jeune talent dont tu sais que c'est l'avenir de la F1, mais peut-être que tu t'attends pas à ce qu'il soit aussi performant tout de suite, bah, il y a une gestion qui de toute façon a été mauvaise. Et c'est pour ça, pourquoi je rebondis, et je suis pas d'accord avec ce que tu disais quand tu dis que Alonso et Hamilton se sont sabotés. Non, ils se sont pas sabotés. C'est McLaren qui n'a pas été capable de gérer deux pilotes qui jouaient le titre. Parce que, alors, je peux rappeler juste un élément important de 2007, Fernando Alonso, Grand Prix de Hongrie. Il y a la petite brouille en qualification, et c'est Bernie Ecclestone qui livre ça dans sa biographie parue, je crois, en 2011. Il explique que Fernando Alonso est allé demander à Ron Dennis que Lewis Hamilton tombe en panne d'essence durant la course. Je suis d'accord sur le fait que Lewis Hamilton ou Fernando Alonso, bah, c'est peut-être l'écurie qui les a mal gérés, mais je pense aussi surtout que les deux ne pouvaient tellement pas se blairer que finalement, ça empathie sur l'écurie. On vous a pas entendu les autres, j'ai bien compris. Donc, Niki Lauda, Alain Prost, approche pragmatique pour Alex. On a bien entendu, bien sûr, le duo de choc Lewis Hamilton, Fernando Alonso pour Piero Valette. Brice, ce serait quoi, toi, ton line-up préféré dans toute l'histoire de la Formule 1? Moi, je vais faire mieux que mes compères. Je vais répondre à ta question et pas une question subsidiaire. Moi, c'est Senna Prost. Et alors, en fait, je réponds à la question, quel est ton line-up préféré dans l'histoire? Pas la philosophie que je préfère. Attention, c'est juste ce line-up-là que je trouve excellentissime parce que, en même temps, c'est pas très original, hein, mais on a deux pilotes qui sont au sommet de leur art à ce moment-là et sur deux visions de la course totalement différentes. Et ils se complètent l'un l'autre dans leur philosophie de la course. Et en ça, McLaren n'a jamais été mauvaise avec ces deux pilotes-là parce qu'il y avait toujours l'un pour rattraper l'autre. Et quand on a un Senna qui est à l'instinct, qui est toujours un pilote en fait qui va aller chercher la limite, et Prost qui lui va aller chercher, gratter des points quand il le fallait, machin, c'est quelque chose qui se complète et qui va venir en fait apporter autre chose que juste deux pilotes dans une écurie, mais deux vraies philosophies. Et Pierrot, si tu veux jouer de la musique, je t'en prie, tu veux me dire quoi? Juste pour clore un petit peu cette question, cette belle question, mon cher Manu. Brice a raison, il fait un peu de démagogie comme d'habitude. Mais arrête avec ça. Mais mais en fait, effectivement, il y a pas de mal à ça. Mais derrière, et je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais le line-up est important à partir du moment où il complète et et que le line-up arrive à travailler sur une voiture qui convient aux deux personnes. À partir du moment où la voiture va convenir qu'à une seule des deux personnes, peu importe le line-up que tu auras, que ce soit des gros pilotes ou un gros pilote et un moins bon pilote, ça va un peu plus pondérer la chose et c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc, il faut toujours prendre en compte aussi l'équipe et la voiture parce que l'équipe va construire une voiture pour aussi peut-être soit un pilote, soit un line-up. Et généralement, on essaie de construire une voiture pour un line-up, ce qui n'a pas été le cas de Red Bull l'année dernière. Mais justement, quand tu prends ces deux pilotes-là que sont Prost et Senna, qui ont un style de pilotage qui est totalement différent l'un de l'autre et qu'ils arrivent tous les deux à être champions du monde avec cette voiture, ça veut quand même bien dire que c'était deux pilotes d'exception avec une écurie d'exception et une voiture d'exception. J'ai pas dit l'inverse. Justement, je vois pas en quoi du coup ça peut être réfuté. Je dis que je viens en complément. Très bien. Pour rajouter. Vas-y Manu. Non, juste pour rajouter à ce que tu disais, il ne faut pas oublier non plus que il y a quand même deux accrochages. Enfin, il y a un accrochage notamment qui est mythique entre les deux garçons. On se rappellera aussi qu'à la fin, Alain Prost avait eu le sentiment que Senna était favorisé. C'est ce qui avait conduit notamment à son départ aussi vers Ferrari. Donc, c'est-à-dire que parfois la situation est quand même pas facile à gérer non plus pour une écurie et pour McLaren en l'occurrence. Hamza, à ton avis, on t'a pas entendu. C'est quoi ton line-up de choc? Moi, vous avez vu derrière moi, j'ai un Michael Schumacher et un Rubens Barrichello qui ne sont pour le moment pas sortis de vos bouches. Hein.
Il sortira pas de la mienne en tout cas. Ça c'est sûr. Disons que Alonso Hamilton, moi, c'est ma philosophie de la F1 et même du sport en général. C'est une histoire en fait. On raconte une histoire. Tu as un double champion du monde qui est au sommet de son art, qui arrive en tant que patron au sein d'une écurie qui quand même est inscrite dans l'histoire, dans le patrimoine de la F1. Et à côté, tu as un tout jeune talent, tu as une perle qui prépare l'avenir de la F1 et qui finalement se retrouve à performer de suite. Tu peux trouver cette histoire dans tous les sports. Et c'est pour ça pourquoi je trouve que Hamilton Alonso, c'est une histoire c'est une romance en fait, tout simplement. Et après, moi, je suis démago. Merci, Pierrot. Et pourquoi plus Hamilton Alonso que Senna Prost? C'est une question de génération, c'est parce que vous êtes plus jeune. C'est une question de génération, clairement, parce que je l'ai connu. Bah oui, c'est ça. Non, je comprends Hamza sur un point, c'est que Alonso Hamilton, c'était pas du tout aussi attendu que Prost Senna. Prost Senna, c'était attendu que ça allait être comme ça. Alonso Hamilton, mais jamais, et franchement, je défie qui que ce soit, à part Ron Dennis, de dire qu'on savait qu'il allait être ultra performant et au haut niveau d'Alonso dès la première saison. Personne ne le savait. Tout le monde s'est fait prendre par surprise par ça. Bien sûr, cette question, elle est absolument pas objective, chers amis. C'est une question de préférence. C'est pour ça que on a demandé à nos 4 belligérants leur avis. Moi, j'avoue que d'un point de vue personnel, pourtant c'est une époque que j'ai pas connue, j'aurais dit Stewart Sevère parce que il y a ce mélange des deux générations. Ça, c'est la première chose, avec on va dire le doyen entre guillemets Stewart, le champion du monde, et la jeune étoile du sport automobile à ce moment-là, François Sevère, qui a un énorme respect entre les garçons. Et pour revenir à ce que disait Hamza, il y a quand même toujours une notion d'histoire qui rentre dans l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire au décès bien sûr de François Sevère, le fait que Jackie Stewart ait mis fin à sa carrière, c'est quelque chose dans l'histoire de la F1 qui m'a marqué. Après, c'est vrai que on le voit derrière moi. On les a pas cités. Je sais que dans les commentaires, vous êtes déjà nombreux à vous énerver sur vos claviers. Forcément, on reparlera de ce Schumacher, Barrichello, parce que forcément, là pour le coup, la complémentarité, elle était là. Oui, Pierrot. Juste pour finir, en fait, parce qu'on parle Hamilton-Alonso et le parallèle, il peut être fait aussi avec Senna-Prost. J'ai un peu l'impression, Hamilton-Alonso, ça a été, on peut faire aussi le parallèle avec Stewart et Sevère, mais ça a été un petit peu le Senna-Prost quelques années avant, on va dire avant que ils aient un peu de bouteille entre guillemets. Bon, Alonso commençait à avoir de la bouteille forcément, mais Hamilton était tout nouveau, donc on a eu un petit peu ce duel-là. Mais il y a un duel un line-up qu'on n'a pas cité et qui pour moi rentre quand même dans l'histoire, c'est Nico Rosberg avec Lewis Hamilton, parce que là il y a effectivement de l'histoire, parce qu'il y a une rivalité. Alors, est-ce qu'elle est digne de Prost Senna? Bon, ça, l'histoire appartient à l'histoire et chaque histoire est différente. Mais deuxièmement, ce sont deux pilotes qui vont se pousser dans leur retranchement. Et troisièmement, ils vont quand même aller jusqu'au bout du bout, jusqu'à s'accrocher en 2016 en Espagne. Et ça sera pas la dernière fois, puisqu'en Autriche aussi, ils sont rentrés dedans. Donc, c'est un line-up qu'on n'a pas cité et qui, pour moi, malgré tout, raconte une histoire d'un garçon qui est Nico Rosberg, qui n'a pas le talent de Lewis Hamilton et qui, quand même, va réussir à pousser Lewis Hamilton dans ses retranchements et en même temps va mener ils vont tous les deux mener l'équipe au sommet. Et depuis, bon, certes, Mercedes, maintenant, c'est Bottas, Hamilton, et ça, c'est plus la même histoire, on va dire, mais on a eu pendant 3 ans une histoire assez incroyable et je pense que c'est un des line-up aussi qu'il faut citer dans tout cela, on va dire. Une histoire brutalement interrompue après 3 ans parce qu'un pilote a décidé de fuir, alors qu'on aurait pu avoir une histoire de 4, 5, 6, 10 ans. Non, mais... Je suis d'accord avec toi, Pierrot, sur un point, c'est sur l'historique des deux. Parce que en soi, sur le côté Formule 1, enfin sur le côté sportif, je trouve pas que la rivalité ait été si grande que ça. Mais après, ça c'est mon avis. Hein. Je trouve qu'Hamilton a quand même été dominateur largement sur les deux premières saisons, c'est sûr. Il y a pas photo. Mais encore une fois, Hamilton c'est pas Rosberg et vice versa, tu vois. Mais après, je légendifie peut-être trop Hamilton par rapport à Rosberg aussi, et je m'en excuse, mais moi, je trouve que leur rivalité, elle est beaucoup plus dans la romance, comme disait Hamza, dans le sens où eux, depuis qu'ils ont 8 ans, ils se battent et ils ont le même caractère depuis cet âge-là. Et là, il y a une photo qui va apparaître à l'écran, vous allez voir. La tête d'Hamilton et la tête de Rosberg sur cette photo, ils ont une dizaine d'années, c'est la même qu'à chaque fois qu'Hamilton gagnait et que Rosberg faisait deuxième. C'est exactement la même 20 ans plus tard. Et là-dessus,
ce line-up a un petit côté légendaire, effectivement, mais je trouve plus dans le côté romance que sportif. On se retrouvera dans quelques années avec un line-up, excuse-moi Manu, on se retrouvera dans quelques années avec un line-up Verstappen, Charles Leclerc, pourquoi pas. Ah là là, là 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 là. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question quand même sur le Nico Rosberg, Lewis Hamilton. Est-ce que c'était les deux meilleurs pilotes du plateau à ce moment-là, lorsqu'ils étaient en… Est-ce que c'est pas l'hégémonie Mercedes aussi qui a créé on va dire, ce duel-là? S'il y avait eu plus de concurrence, notamment de la part des autres écuries, est-ce qu'on aurait nécessairement parlé de ce Sébastien Vettel chez Mercedes, l'histoire est différente. Hein. Ça fait Hamilton contre Vettel chez Mercedes. Je pense que la bataille est toujours là aussi. Rosberg chez Ferrari, t'as aucune concurrence. Je pense que Rosberg est un très très bon pilote, mais qu'il n'est pas dans la même galaxie que Lewis Hamilton, et que la rivalité que lui nourrissait au fond de lui contre Lewis Hamilton l'a fait se sublimer. Et d'ailleurs, pour moi, ça justifie totalement son retrait à la fin de 2016. Je l'ai fait une fois, j'ai réussi à faire fermer les bouches, maintenant je m'en vais, j'en peux plus en fait. Et je pense vraiment que c'est ça. Donc la voiture a fait beaucoup, mais il y a aussi Nico Rosberg qui avait cette rage en lui de venir aller chercher Hamilton. Ça, c'était beau. Faut pas oublier qu'ils sont quand même à matériel égal sur ces 3 saisons. Ils ont la même voiture, donc certes Nico Rosberg est pas dans la même galaxie, mais il a dû travailler peut-être même encore plus dur pour aller chercher Lewis Hamilton, et ça c'est important de le souligner. C'est à son honneur. Exactement. Les amis, on n'a pas cité bien sûr tous les grands line-up de ces 70 ans de Formule 1. Ça tombe bien parce qu'il y aura un quiz plutôt épicé sur les gros line-up de l'histoire de la Formule 1. Ce sera l'occasion de vous re-raconter des histoires bien sûr importantes qu'on fait notamment la magie de ce sport. L'idée de ce préambule, c'était de placer avec vous vos line-up de folie, les amis. Et vous l'avez compris, il y a plusieurs approches au moment d'associer deux pilotes. Et on poursuit justement ce duel entre romantique et pragmatique avec le débat. Associer les deux meilleurs pilotes du monde ou les plus complémentaires, les laisser se battre en piste ou perpétuer l'essence du sport automobile plutôt que définir une hiérarchie pour assurer les titres. Voilà un peu le choix qui est proposé aux pistonnés aujourd'hui. On vous met aujourd'hui dans la peau en fait d'un chef d'écurie. Êtes-vous plus pour une association à la Senna Prost ou plus pour un Schumacher Barrichello? Comment se compose pour vous le meilleur line-up de l'histoire de la F1 et pourquoi? C'est pas aux pistonnés que je pose la question aujourd'hui, mais c'est véritablement aux managers qui sommeillent dans chacun d'entre vous, les amis. Dites-nous tout, on l'a compris. On a d'un côté Pierrot et Hamza qui sont plus sur une approche romantique, c'est-à-dire on prend les deux meilleurs et on les associe. Et on a les pragmatiques, bien sûr, en la personne d'Alex Caldi et de Brice Germain. Les amis, j'ai envie de vous entendre sur ce débat. Quelle est la meilleure approche pour un manager en Formule 1? Bon, c'est assez relativement simple sur un point. Oui, Pierrot, je vais te provoquer. Sans venir la provocation. Là. Ah ouais, mais clairement, c'est relativement simple. Aujourd'hui, dans les 3 top teams de Formule 1, lequel a des problèmes? Mattia Binotto. Christian Horner est assez content d'avoir son Max Verstappen qu'il peut choyer, lustrer, polir comme il veut et avoir son Alex Albon qui ramène les points qu'il faut. Toto Wolff a fait l'expérience avec Rosberg. Je pense qu'il est largement plus serein. Il passe des meilleures nuits avec Bottas qui boit son café plutôt qu'aller chercher les victoires à Hamilton. Le seul qui est totalement dans la panade, c'est Mattia Binotto parce qu'il a 2 top pilotes. Donc voilà, moi je trouve que pour le bien-être d'une écurie, après pour le spectacle, non, mais pour le bien-être d'une écurie, avoir 2 pilotes complémentaires, dont un qui accepte son statut, c'est mieux. Non, je suis pas d'accord. Tout simplement, j'estime que avoir 2 pilotes qui se poussent l'un l'autre, c'est la meilleure manière de pouvoir pousser toute l'écurie et de la pousser dans la bonne direction. Maintenant, c'est au manager de faire le boulot pour pouvoir donner la bonne direction. Parce que avoir un numéro 1, un numéro 2, on l'a vu chez Ferrari, encore une fois, avec Vettel et Raikkonen. Et pendant quelques années, je vois pas qui a poussé l'autre, voire même Raikkonen a fini par dépasser Sébastien Vettel, qui était vraisemblablement le numéro 1. Donc, non, clairement, le numéro 1, numéro 2 peut fonctionner sur certaines conditions, tout comme les 2 gros numéro 1 qu'on peut avoir et qui, pour moi, fonctionnent beaucoup mieux, dans le sens où c'est un moteur vraiment beaucoup plus puissant
mais certes qu'il va falloir apprendre à canaliser et qu'il faut correctement canaliser, mais avoir un numéro 1, un numéro 2, au-delà du fait de l'histoire qui est fade et qui est sans saveur, je vois pas l'intérêt en fait finalement d'avoir ce numéro 1, numéro 2. Voilà, c'est pas mon truc. Je pense que en vrai, il faut plutôt avoir deux gros pilotes, deux gros calibres qui peuvent aller jouer à chaque fois les wins, etc. Quand il y en a un des deux qui est un peu dans la panade. En fait, c'est à l'écurie de bien cadrer, tout simplement. Tout à l'heure, Brice, tu disais que le seul qui a aujourd'hui un problème, c'est Binotto. Mais c'est parce que Binotto, peut-être, n'est pas dans la possibilité, dans la capacité de cadrer justement ces deux pilotes. Le problème, il vient de l'institution. C'est pas en soi le fait d'avoir et Sébastien Vettel et Charles Leclerc, c'est logiquement, sur le papier, une garantie de résultat si tu as la voiture. Mais si derrière tu as l'institution, on en a parlé combien de fois dans la saison dernière lors des émissions, on disait qu'au départ, tu as Leclerc qui démarre numéro 2 derrière Vettel, puis au final, ils sont à égalité, puis au final, on met Leclerc devant, puis au final, on termine la saison, vous êtes dans la possibilité de vous battre. Et dans tous les cas, c'est aller au fiasco, c'est aller au carnage. Pourquoi ? Parce que l'institution n'est pas suffisamment forte, parce qu'il n'y a peut-être pas les hommes de poigne pour cadrer et pour verrouiller le comportement des deux pilotes sur la piste, tout simplement. Il n'y a aucune institution dans laquelle ça peut fonctionner, étant donné qu'on parle d'ego d'être humain. En fait, tu vois Alonso Hamilton, moi je trouve que c'est le rêve sur le papier. Tu vois un truc comme ça, c'est le rêve sur le papier. Mais ça ne peut pas fonctionner parce que tu as l'orgueil d'un être humain qui est double champion du monde et qui ne peut pas se laisser passer devant par un gars comme Hamilton. Et au final, à force de se chamailler, ni l'un ni l'autre n'ont eu le titre. Et à partir de là, l'objectif, c'est quand même le titre. Et quand tu en fait en arrives à des chamailleries comme ça n'est possible et ça n'est viable que si ta voiture est ultra dominatrice. Ultra dominatrice. C'est faux. Que tu peux te permettre. Mais avec quoi ? C'est faux. En 2007, encore une fois, sans l'affaire d'espionnage, parce que c'est l'affaire d'espionnage qui rétrograde complètement McLaren, sans l'affaire d'espionnage, McLaren est largement au-dessus de Ferrari. Oui, mais ils n'ont pas le titre pilote. Ah bah oui, mais non. À partir du moment où tu fais oui, mais. Non, ils n'ont pas le titre pilote. Et bah, c'est un petit peu quand même le titre que tout le monde regarde quand même. C'est le titre que tout le monde regarde, c'est pas le titre qui fait payer les factures de l'écurie. Et je suis désolé, mais McLaren est quand même largement au-dessus de Ferrari. En 2007, justement, parce qu'on en parlait la semaine dernière, le titre pilote manqué par McLaren en 2007, tu l'attribues à une mauvaise gestion parce qu'ils ont pris et Hamilton et Alonso. Exemple, on en parlait. Parce que la semaine dernière, tu disais que le Grand Prix de Chine avec l'abandon d'Hamilton, c'est la faute de McLaren, c'est McLaren. Si McLaren gère bien ce côté-là, il a le titre. Et le score est complètement différent aujourd'hui. Mais pas du tout. Tout se joue sur une décision d'une course. Mais justement, c'est une décision qui est totalement symptomatique. Quand tu regardes le Grand Prix de Chine 2007, par rapport à Hamilton, ils calent leur stratégie sur ce qu'Alonso fait. Ils sont en train de régler des problèmes internes en faisant ça. Et s'ils se calaient aussi par rapport à Raikkonen, ils auraient peut-être pu voir qu'il fallait mieux garder des points plutôt que d'aller envoyer Hamilton au casse-pipe total comme ils l'ont fait là. S'ils n'avaient pas calqué leur stratégie sur Alonso, ça ne serait pas arrivé. Ils n'auraient pas eu ce problème-là. T'aimes pas avoir deux pilotes d'une même équipe jouer le titre? Mais bien sûr que si c'est stylé. Mais c'est ça, je te comprends pas. Alors, mais arrête, parce qu'en fait, tu poses des questions qui ne sont pas dans le bon débat. La question, c'est de savoir pourquoi McLaren a merdé, parce que McLaren avait trop de choses à gérer, dont son deuxième pilote à ce moment-là. Parce que Alonso était son deuxième pilote à ce moment-là. Mais oui, mais justement, tu te crées des problèmes avec ça. C'est bien ce que je suis en train de te dire. Tu te crées des problèmes. Il y a un garçon qu'on n'a pas entendu sur ce débat, c'est monsieur Alex Caldi qui fait équipe avec toi, mon cher Brice. Là, on est parti sur un 2 contre 1. Entrée en jeu d'Alex Caldi. On a hâte d'entendre tes arguments, Alex, le pragmatique. Je suis très pragmatique. Et dans tous les sports que je côtoie ou pas, c'est que je suis très pragmatique. Je veux la victoire, coûte que coûte. Et je sais que si j'ai deux pilotes qui veulent se battre pour la même chose, je sais que je n'y arriverai pas, tout simplement. Pourquoi ? Vous avez une équipe. Vous avez un pilote numéro 1. Vous êtes sûr que ce pilote-là, il se concentrera sur une seule chose, pas battre son coéquipier, mais avoir le titre. Vous avez un pilote numéro 2. Il va travailler pour le numéro 1. Et donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Vous aurez une équipe qui sera bien ficelée et bien construite. Exemple, ceux qui sont derrière Manu actuellement, Rubens Barrichello, Michael Schumacher, ils ont complètement dominé le peloton pendant plusieurs années. Et donc, Ferrari s'est imposé sur de longues années. Je préfère avoir des gens qui se battent pas bêtement et qui, par exemple, je reprends l'exemple de Alain Prost et de Niki Lauda, les deux étaient les meilleurs du plateau
combien alors, on va peut-être me renvoyer la balle en me disant oui, Niki Lauda et Alain Prost se battaient pour la même chose. Oui, mais les deux étaient intelligents, contrairement à Hamilton et Alonso qui se sabotaient eux seuls. Exemple, Hamza. Contre-exemple de Alexandre Caldi, Red Bull en 2019, un numéro 1, un numéro 2, et pourtant ils ont manqué beaucoup de points, et c'est pour ça que Pierre Gasly a été rétrogradé à Toro Rosso, donc ça ne fonctionne pas. Tous les deux, nous savons que la situation était complètement différente en 2019. Mais pardon. Oui, mais la situation est complètement différente parce que Red Bull n'avait pas, franchement, à mon avis, dit à Pierre Gasly qu'il allait être à ce point-là numéro 2. À ce point-là, c'est-à-dire à avoir une voiture qui n'est pas faite pour lui. Est-ce que les ingénieurs sont tournés vers Max Verstappen? Je pense pas que c'était quand même différent, largement différent. C'était pas le cas pour Schumacher. Non mais on marche sur la tête. Excuse-moi, vas-y. Attends. Tu veux pas avoir Brice, un numéro 1 et un numéro 1 dans la même équipe, mais tu veux pas avoir un numéro 1 et un numéro trop 2. Donc il faut quoi en fait? Tu n'écoutes mes phrases qu'à moitié et tu les déformes pour en faire des questions rhétoriques qui sont complètement stupides, mon cher ami. Je vais t'expliquer. Je comprends pas. Mais tu comprends pas parce qu'en fait, tu n'écoutes que la moitié de mes propos. Je dis pas ça. Je dis que Pierre Gasly, dans sa philosophie, n'a pas du tout été prévenu de la même manière qu'il serait autant numéro 2. Et quand je dis autant numéro 2, c'est juste qu'en fait, il n'a pas les moyens d'amener correctement la voiture à son top. Et la voiture, c'était un banc d'essai pour Max Verstappen, ce qui n'a rien à voir avec deux voitures équivalentes qui sont faites pour l'une aller au sommet et l'autre pour rapporter des points. C'est totalement différent. Et ne déforme pas mes propos à ce niveau-là. On est bien d'accord que depuis le début, en fait, là, Brice, il remet la faute à chaque fois dès qu'il y a un problème sur le management d'une écurie. Donc, en fait, c'est ce que j'entends, c'est ce que je comprends. Mais attention, on va dire qu'on déforme. Attendez, c'est juste ça le problème. C'est que, en termes de management, là, la question, c'est comme si on était des patrons d'écurie. Hein. On a tous joué à Motorsport Manager, Exactement. on a tous joué à F1 Manager, par exemple. Vous préférez, si vous mettez dans le jeu du patron d'écurie, vous préférez gagner. En fait, vous préférez maximiser le nombre de points que vous pouvez récupérer plutôt que d'avoir deux pilotes. Pour maximiser le nombre de points que tu peux récupérer, tu prends les deux meilleurs pilotes du plateau. Non, pas du tout. Pierrot, non. Je vais aller un tout petit peu dans leur sens. Je vais aller un tout petit peu dans leur sens. Et je te rejoins, Alex. Quand tu dis que le problème de management, effectivement, avoir deux numéros 1 dans la même équipe, ça nécessite forcément un manager. Tu ne peux pas avoir n'importe qui à la tête de ton écurie. Voilà. Et peut-être que des patrons d'écurie capables de gérer deux numéros 1, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais si tu l'as, il faut y aller. Et ben voilà. Je pense également qu'il faut être un sacré patron d'écurie pour pouvoir dire à un mec qui soit numéro 2 et qui reste performant en étant numéro 2. Les deux cas se valent. Je pense que quand tu as un Flavio Briatore chez Renault qui fait accepter le statut de numéro 2 à Giancarlo Fisichella, c'est aussi grâce à ce management-là que Renault est champion du monde et qu'Alonso a son double titre. Parce que s'il y a Hamilton chez Renault pendant 2 ans aux côtés d'Alonso, peut-être que ces doubles titres-là et que ce bonheur que tu as vécu, toi, Hamza, quand tu avais 13-14 ans, tu ne les auras peut-être pas vécus. Moi, je voulais juste recentrer un petit peu le débat sur une chose, c'est la question aussi un petit peu de l'impression. Si on prend par exemple le comparatif entre le duo Prost-Senna et le duo par exemple Schumacher-Barrichello, tous les deux ont marqué l'histoire, on peut le dire, mais de manière tout à fait différente. C'est-à-dire que d'un côté, quelque part, Schumacher-Barrichello, ça a permis bien sûr à la Scuderia et à Schumacher de rentrer tout en haut dans les histoires de la Formule 1. Donc forcément, l'approche pragmatique a été récompensée. Mais en termes d'impression, en termes de sentiment, en termes de panache, en termes de publicité pour la Formule 1, est-ce que quelque part, le fait qu'il y ait les deux meilleurs pilotes associés dans la meilleure écurie, est-ce que ça n'a pas été un grand bénéfice pour la discipline? Tu as parfaitement, tu as employé le mot juste, le panache. Le panache et l'histoire vont retenir des batailles légendaires plutôt que les titres de Michael Schumacher qu'il a remporté. Pardon ? Tu sais ce qu'on va retenir. Attends. Tu sais ce qu'on va retenir de Schumacher-Barrichello. Schumacher-Barrichello, on va retenir Let Michael pass for the championship. Qu'est-ce qu'on va retenir d'Hamilton et de Alonso? Des passes d'armes. Un mec qui bloque son coéquipier au stand parce qu'il a envie de gagner. Et voilà. Eh bah oui, on passe pas, on réfléchit pas sur c'est vrai, il y a eu une consigne d'équipe Schumacher-Barrichello et puis c'est tout ce qu'on va retenir de cette association. Voilà. Pour que Barrichello gagne sa première victoire, il faut que Schumacher soit out à Hockenheim en 2000. Il faut que derrière tout le monde, toute l'équipe se mette derrière lui pour que ça fasse le bon call face aux deux McLaren de Hakkinen et Coulthard. Alors,
Évidemment. J'ai perdu ce que je voulais dire. Ah si, c'est bon. Hamza, comment tu peux… Putain, je m'en prends vraiment à toi, je suis désolé alors que je t'adore. C'est pas réciproque, mais vas-y. Voilà, une question d'être gentil. C'est vraiment ma gueule la prochaine fois. Comment tu peux nous dire que c'est le panache qui compte et qu'on ne retient pas les titres alors qu'aujourd'hui tu vas aller voir dans la rue quelqu'un, tu lui dis tu te souviens d'Alonso Hamilton chez McLaren? Qui va te dire oui alors que écoute ce que je dis. tu te souviens de Michael Schumacher? Ah ouais, le septuple champion du monde, le mec a tous les records. Bon, Non, mais bah, écoute ce c'est que je dis. exactement ça. Écoute ce que je dis. Là aussi, tu n'as pas tout écouté. Et j'ai conclu quand même. Non, j'ai pas tout écouté, je t'avoue. Ah, voilà. J'ai terminé par Schumacher. On le retient forcément parce qu'il a les 7 titres. Donc effectivement, peut-être que l'exemple n'est pas le meilleur parce que Schumacher, quoi qu'il arrive, il est dans la légende et dans l'histoire de la F1. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un titre façon Schumacher dans les années 2000, où il remportait ses courses, on lui permettait de remporter des courses qu'il n'aurait pas dû. Dans tous les cas, il remportait quoi qu'il arrive les titres à la fin de l'année. Moi, sincèrement, dans 50 ans, Hamilton, Alonso, j'ai la certitude de me souvenir de ce qui s'est passé. Même le Hamilton Rosberg, tu sais quoi? Allez, parce que c'est des luttes, c'est des histoires. C'est ce qu'on, Moi, j'irais même plus loin. Disait au début d'émission. Ce sont des histoires. Moi, j'irais même plus loin. Regarde, qu'est-ce qu'on va retenir des saisons 2017, 2018, 2019 jusqu'à présent? On va retenir que Lewis Hamilton était seul au monde. Il était seul au monde. Même pas Bottas est arrivé à sa cheville une seule fois. Et pourtant, numéro 1, numéro 2, ça fonctionne. Hein. Sur le papier, on est d'accord, hein, ça peut fonctionner. Mais on va rien retenir de ça. On va juste retenir qu'on a servi à Lewis Hamilton 3 titres sur un plateau parce que Vettel était incapable de pouvoir être là, que Ferrari s'est pris les pieds dans le tapis, ceci, mais cela. ça, c'est pas le problème de Mercedes. Ah bah oui, Voilà, non mais d'accord, voilà. mais du coup, vous nous parlez. Du coup, c'est la même chose pour Ferrari, pour Barrichello et pour Schumacher. Il y a pas de panache. Est-ce que ça pourrait pas être le problème de Mercedes quand même? Est-ce que ça pourrait pas être le problème de Mercedes? Le fait qu'on retienne un petit peu plus la période Hamilton-Rosberg que la période qu'on est en train de moi, vivre c'est ce que je entre retiendrai le Hamilton plus. et Après, Bottas. c'est que des philosophies différentes. Regardez, il y a Pierrot et Hamza, eux, ils sont en mode, bah oui, moi je veux 2 champions. Nous, avec Brice, peut-être qu'on est plus pragmatique, mais c'est chacun notre philosophie. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui se batte tout seul pour le titre et qui apporte vraiment. Mais moi, je me rappelle que des vainqueurs. Je m'en fiche de savoir comment les deux se battent finalement pour finalement se saboter ou quoi que ce soit. Je veux que des vainqueurs. Je veux marquer mon nom dans l'histoire. Je parle en tant que manager d'écurie, bien sûr. Hein. Mais oui, voilà. C'est ça que vous oubliez un petit peu, les gars. C'est que là, vous nous parlez de panache et tout ça. Mais manager d'écurie, il s'en fout complètement du panache. Lui, ce qu'il veut, c'est ses voitures 1 et 2 à la fin. C'est tout ce qu'il veut. Il n'a rien à faire du reste. Et puis, vous parlez du fait que ça va rester dans les mémoires ou pas. Je suis désolé, mais quand tu parles à quelqu'un qui n'aime pas la F1 et que tu lui dis tu regardes le Grand Prix ce week-end, non, on sait tous que c'est Ferrari qui va gagner dans les années 2000. Aujourd'hui, tout le monde te dit… Quelqu'un qui n'aime pas la F1, tu lui parles pas de F1 déjà, à la base. T'essayes et au bout de 30 secondes, t'arrêtes. Mais dans les années 2010, par exemple, tu dis à quelqu'un, tu regardes le Grand Prix, il fait non, on sait que c'est Mercedes qui va gagner. Donc ça marque les gens quand même. Non, parce que regarde, si tu prends Mercedes avec l'époque Hamilton-Rosberg, tu sais que c'est une Mercedes qui va gagner, mais tu sais pas laquelle. Et ça, c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que de savoir, ah oui, on sait que c'est une Mercedes qui va gagner, donc ce sera Hamilton a priori avec Bottas. Mais le sourire de Toto Wolff au Grand Prix d'Abu Dhabi, que ce soit Rosberg ou Hamilton qui gagne le championnat, il est le même. Et si Mercedes est champion constructeur, il est le même. Lui, si les batailles Rosberg-Hamilton lui avaient coûté le titre, crois-moi que ça serait passé mais largement autrement. Oui, mais c'est pour ça que c'est un bon manager. C'est pour ça que c'est un bon manager. C'est pour ça que c'est un bon manager parce qu'il a réussi à canaliser deux personnes qui en ont eu beaucoup sur la patate parce qu'ils ont des gros égos et qu'ils sont allés chercher justement les ennuis en 2016. Sa voiture avait 2 secondes d'avance sur tout le monde. Canalisé entre guillemets, les deux se sortent en Espagne. Et heureusement qu'il y avait une voiture qui était incroyablement performante pour que derrière on puisse gagner le titre. Sinon, s'il n'y avait pas une voiture incroyablement performante, style Ferrari, l'an dernier, tu mets Hamilton. Pareil avec McLaren en 2007, gros. Pareil avec McLaren en 2007 Alors, il y avait moins d'écart quand même. Il y avait beaucoup moins d'écart, justement. Il y avait beaucoup moins d'écart entre la Ferrari et la McLaren. Donc, viens pas me dire que c'est parce que la voiture était incroyable. C'est tout. Bah si quand même. Bah, franchement. Non, attends, c'est différent, Pierrot. C'est différent. Je suis désolé, si on prend encore une fois 2 gros pilotes de gros calibre, qu'on les met dans une voiture, qu'elle soit dominante, qu'elle soit pas dominante, à la fin, malheureusement, le line-up numéro 1, numéro 2
qui avait un petit peu chez Ferrari en 2007, il fonctionne moins bien qu'un line-up où il y a deux gros numéro 1 et qui vont se batailler et qui vont tirer l'équipe vers le haut, c'est tout. Et après, derrière, oui, il faut avoir un manager qui soit extrêmement bon. Et ça se compte sur les doigts d'une main aujourd'hui. Tu as Toto Wolff, tu as Ron Dennis et tu en avais peut-être un dernier, c'est Flavio Briatore. Fred Vasseur. Fred Vasseur, en vrai, est-ce qu'il préférait pas un numéro 1, un numéro 2 ? J'en sais rien. Steiner, il gère aujourd'hui 2 numéros 1. Oui, mais lui, il sait pas gérer. Donc, il gère 2 numéros 4 plutôt. Est-ce qu'on pourrait dire, les amis, un petit peu, si je devais faire un parallèle avec d'autres sports et notamment avec le foot, on sait que certaines équipes aiment bien jouer dans certains dispositifs tactiques. Est-ce qu'on pourrait pas dire quelque part que cette hiérarchie ou non d'ailleurs, elle dépend quelque part de la situation d'écurie, ça vous l'avez déjà dit, suivant le fait qu'on joue le championnat, le fait qu'on soit, souverain sur le championnat du monde, comme c'est le cas actuellement pour Mercedes, enfin comme c'était le cas bien sûr avant le confinement et sur ces dernières années. Est-ce que c'est pas aussi une question de culture d'écurie? Je vous donne un exemple. Il y a les deux là qui sont derrière moi. On sait que chez Ferrari, et vous l'avez souvent dit dans les pistonnets, ça a toujours mieux marché quand il y avait un numéro 1 et un numéro 2. Et c'est vrai que le cas McLaren qui revient là très, très, très souvent, Prost Senna, Hamilton Alonso, bref, on pourrait en citer plusieurs. Quelque part, ça fait partie de l'ADN aussi de cette écurie, le fait d'avoir les meilleurs pilotes, de leur proposer la meilleure voiture et de les voir se battre en piste. Par exemple, Ferrari, c'est dans l'ADN totalement de l'équipe d'avoir une étoile à mettre en valeur qui représente la marque. Aujourd'hui, c'est faux. Rosberg, Hamilton, c'est faux. Ils ont juste fait le changement fin 2016. Pardon, excuse-moi. Dans ma tête, j'ai entendu Mercedes. Désolé. Excuse-moi, Brice. C'est parce que j'ai dit le mot étoile, ça a dû penser Mercedes. Mais tu vois bien les tifosi à Monza ou quoi. Enfin, ils en ont pour un pilote généralement et pas trop pour les deux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu qui a mis un sacré coup à Sébastien Vettel, c'est qu'aujourd'hui le chouchou des tifosi est devenu Charles Leclerc. Et Ferrari fonctionne avec cette identité de me dire on a un gars qui va faire gagner et qui va faire régner l'Italie. Donc oui, c'est dans les ADN des écuries. Ce qui fait que quand ils changent, c'est un peu complexe. Donc pour le coup, Ferrari, Vettel, Leclerc, en fait, ça fonctionne en termes de talent. Mais par contre, en termes de management, c'est pas du tout adapté à ce que Ferrari sait faire. Ferrari sait gagner des titres en ayant quelqu'un qui aide une étoile. Est-ce que si on reviendrait, je pose la question à tout le monde, est-ce que vous ne pensez pas que si on revient au style Schumacher-Barrichello chez Ferrari, est-ce que vous ne pensez pas sincèrement que ça ira mieux chez Ferrari? Mais ça irait mieux en quoi? Ce style-là, on l'a eu sur ces dernières années. Oui, on l'a eu avec Vettel-Raikkonen. Non, mais quand même, est-ce que Ferrari s'est bien porté avec Vettel-Raikkonen? Non, mais je parle vraiment d'un cas. Schumacher-Barrichello où Barrichello n'était absolument, pas absolument rien, mais n'avait pas de titre ou quoi que ce soit, contrairement à Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen. Ouais, mais Raikkonen, c'était un faire-valoir. Il faisait de la figuration. Attends, j'ai assez souffert pendant 4 ans. Je peux te dire que Kimi s'est fait souiller en termes de. Il s'est fait souiller de ouf, gros. Raikkonen, c'est comme s'il avait jamais eu de titre. La victoire qu'il a eue aux États-Unis, franchement, il doit en choper 3 ou 4 de plus sur les 3 saisons parce que il y a des fois où vraiment c'est flagrant et on remet Vettel devant. Donc non, il a pas été. Il a été vraiment le faire-valoir de Sébastien Vettel. Pas au point non plus d'un Barrichello Schumacher non plus, tu vois. Oh, Hockenheim 2018 quand même un petit peu. Non. On lui a dit à demi-mot et il a demandé à la radio. Juste dites-moi les gars, dites-moi, est-ce que je dois le laisser passer? Qu'est-ce que je dois faire? Tout ça pour que après le gars, le numéro 1, comme vous dites, numéro 1, numéro 2, il se plante dans le bac à gravier. Ah mais après que tu te gourres sur ton numéro 1, c'est différent. Tu peux te gourer sur ton numéro 2 aussi. Toi, tu vas avoir un numéro 1 et un numéro 2, mais en plus, te tromper sur le numéro 1. Non, mais gros, c'est incroyable. Non, mais attends. C'est incroyable, gros. Mais je suis pas Ferrari. Non, mais tu nous dis, ah bah non, mais ils ont fait ces erreurs de management, mais ils ont fait ces erreurs-là, ils ont fait ces erreurs. Ah bah oui, si déjà. Oui, c'est pour ça que Ferrari. Mais si t'as un numéro 1 et un numéro 2, logiquement, on sait tout de suite qui est le numéro 1 qui est le numéro 2. Ah bah on le savait au début, sauf qu'en fait, c'est bien le problème d'Alonso et d'Hamilton, c'est que moi à la base, je pense qu'ils voulaient un Hamilton numéro 2 à la base pour Alonso. Et pareil pour Leclerc avec Vettel. C'est juste que quand tu as l'émergence d'une pépite comme ça crée des problèmes. Ça n'en a pas créé avec Max Verstappen au début parce qu'il est arrivé chez Toro Rosso et qu'on sait que dans les plus petites écuries, la hiérarchisation est quand même moins flagrante que dans les grosses. Mais par contre, quand il est arrivé chez Red Bull, c'est toujours le cas quand une pépite éclate. C'est qu'elle se retrouve numéro 2, elle va venir en problématique avec son numéro 1 qui va se retrouver moins bon finalement que son numéro 2. Ça dure un temps et derrière, c'est les périodes des pilotes qui prennent le statut de numéro 1. Je te pose une question et sans troll, une vraie question cette fois-ci. Une vraie question. Toi, patron d'écurie,
Si demain, tu as la possibilité, prenons l'exemple Ferrari aujourd'hui, de mettre le Charles Leclerc chez Ferrari ou de mettre Hamilton chez McLaren à l'époque, tu sais que c'est une pépite, mais tu sais qu'il y a le risque, peut-être, qu'il soit performant. Est-ce que tu vas te priver, tu vas te dire, ok, bah non, je ne vais pas le prendre parce que ça va peut-être me poser trop de problèmes et je vais garder Raikkonen et Sébastien Vettel? Moi, je ne le prends pas. Non, alors moi je pense que je fais comme Ferrari, je ferme les yeux. Parce que je pense qu'à mon avis, je ne voudrais pas me priver d'un talent comme Charles Leclerc. Et après, je ne peux pas virer mon quadruple champion du monde. Tu vois, j'ai Sébastien Vettel, c'est pas possible. Par contre, je ferme les yeux sur cette potentialité-là. Et je pense que je me dis, le problème viendra plus tard. Et quand le problème y vient, je serai dans la merde, effectivement. Mais je pense que je ne me serais pas privé, non, effectivement, d'un Charles Leclerc. Parce que Raikkonen a 39 ans, parce que c'est une opportunité qui peut passer devant ton nez sans qu'on le sache et qu'il faut préparer l'avenir. Ouais, Raikkonen, je pensais que c'était juste un exemple, parce que oui, si c'est le cas qui met Raikkonen, moi je le prends aussi. Hein. Non, je ne parle pas de l'exemple Raikkonen. Je prends vraiment un exemple comme Hamilton. Si c'est Hamilton Bottas, moi je garde Hamilton Bottas. Pareil. Parce que ça marche. En fait, quitte à te priver du futur Lewis. Non, mais pourquoi risquer de tout casser quand tu as déjà quelque chose qui marche, en fait? Tout dépend, Hamza, tout dépend de l'âge de Lewis Hamilton. Hamilton est le numéro 1. Si tu sais, s'il t'a dit en off, je vais peut-être me barrer dans 2 ans, c'est différent. Peut-être que tu peux accepter en fait cette transition avec 2 pilotes qui sont très très haut niveau, qui se battent et un qui s'en va. Mais pour le moment où Hamilton est au sommet de son art et qu'il lui reste encore 4, 5, 6 saisons encore devant lui, je ne vois pas pourquoi tu irais le mettre en difficulté, sachant qu'il te ramène les titres constructeurs, les titres pilotes et la renommée que tu veux. Merci messieurs. Vous n'avez rien d'autre à rajouter, j'imagine, sur ce débat qui a été très actif. Vous avez beaucoup échangé. C'est un peu un classique, on peut le dire, sur les émissions de la First Team, ce débat romantique versus pragmatique. On remet maintenant, bien sûr, les compteurs à 0. On attend vos commentaires juste en bas de cette vidéo parce que c'est l'heure, et oui, c'est l'heure du quiz, les amis. C'est l'heure de jouer les amis, c'est l'heure du quiz. Vous l'avez bien sûr compris, un quiz qui va être forcément consacré bien sûr au line-up et on va le segmenter en 2 parties. On aura une première partie qui s'appellera Qui sont-ils? Il faudra retrouver, je vous raconterai une histoire, il faudra retrouver le nom des 2 coéquipiers. Et la deuxième question, ce sera une questionnaire un peu mémoire pour essayer de vous faire deviner quel était certains line-up à travers certaines questions. Vous n'avez peut-être absolument rien compris. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple en jouant. Première histoire que je vais vous raconter, le petit plan A5 qui fait plaisir et qui régale toujours. Concentrez-vous, c'est parti pour la première histoire. Qui suis-je? Il y a 2 pilotes que vous devez me trouver. Malgré nos nombreuses et âpres bagarres en piste et le fait que mon coéquipier l'ait le plus souvent emporté, nous étions très amis, liés par cette quête effrénée d'une suprématie à maintenir sur cette Formule 1 des années 60. C'est chez Lotus que l'on fera équipe, une saison et demie qui ont fini par nous rapprocher l'un de l'autre. Il faut dire que nos caractères très différents nous ont apporté une saine complémentarité. Un rapprochement qui viendra freiner la tragédie d'Hockenheim du 7 avril 1968. Le pilote qui a survécu… Pardon ? Non, je l'ai pas, mais j'en ai un des 2. Le pilote qui a survécu a d'ailleurs tenu à écrire l'épilogue, un épilogue entre guillemets, à rendre hommage en tout cas à son coéquipier, puisqu'il est devenu lui-même champion du monde cette année-là. Tous les 2 ont d'ailleurs été champions du monde et c'est d'ailleurs 2 des plus grands pilotes de ce sport. On parle des années 60, ils n'ont pas toujours été coéquipiers, mais ils ont été coéquipiers notamment en 67 et 68. Ah là là. Si on en a un des 2? Est-ce qu'il y a Philippe? Non, il faut les 2. Il me faut les 2, les gars. Il me faut les 2, les gars. J'ai pas les noms. Je vois j'en ai au moins un, mais alors le deuxième, j'arrive pas à me souvenir. C'est 2 pilotes qui ont marqué l'histoire du sport automobile en général, au-delà même de la Formule 1. Allez, je vous donne un autre indice que je vois que vous séchiez. Non, mais c'est pas l'indice, c'est le nom qu'on a. Il y a d'une part un multiple champion du monde. Oui. Et il y a d'autre part… Ah oui, Jim Clark et Graham Hill. Bravo, il est pour Brice. Ouais, il est pour Brice. 1-0 pour Brice. Bravo. Félicitations. Mais pour vous rattraper, les amis, Brice mène un but à 0, mais 1 point à 0, pardon. Mais on part sur un deuxième. Qui sont-ils?
Nous avions à l'époque la meilleure voiture du plateau et sans doute un line-up amené à entrer dans la légende de la Formule 1. Notre relation est celle d'un maître à son élève, d'un mentor à l'une de ses plus belles étoiles. Nos premières bagarres ont commencé en Formule 2, à l'époque où les pilotes expérimentés venaient se frotter aux jeunes valeurs montantes juste pour le fun. À ce moment-là, le plus âgé d'entre nous, de nous deux, bien sûr, est un champion du monde de Formule 1. Le cadet, un diamant brut, amené à être le premier champion du monde pour son pays. Les filles sont folles de lui. Jackie Stewart, François Sever. Égalisation de Monsieur Pierrot Valette, bien sûr. Je l'aurais pas eu. Tu l'aurais pas eu? C'est vrai? Non. En fait, je pensais pas du tout ça quand tu as dit pays, premier champion du monde de son pays. Ah si, François Sever, ça devait être le premier champion du monde français, ça c'est, voire même double, triple, ça c'était sûr. Je pensais vraiment à un pays plus exotique, genre la Mauritanie. Mais je ne pas encore représenté en Formule 1. Ça ne saurait tarder. Un point pour Pierrot, un point pour Brice. On enchaîne sur le troisième. Qui sont-ils? Non, mais c'est en équipe ou c'est en individuel? Non, c'est en individuel, toujours plus drôle. Les gars. Comme ça, elle se reposait sur Pierrot. C'est pas grave, je dormais. Il se repose sur moi, mais il est sérieux. Le prochain, peut-être pour toi. Vamos. Troisième histoire. Nous n'avons pas la même nationalité et pas vraiment la même culture. Dans l'après-guerre, nos deux pays nous feront même le procès d'avoir piloté pour l'ennemi. Il y a 15 ans d'écart entre nous, mais la passation de pouvoir que tout le monde attendait n'aura en fait jamais lieu. Le cadet n'arrivant que trop rarement à battre son aîné, n'étant surtout, contrairement à lui, jamais sacré champion du monde. Farina Fangio, non? Non. Nous avons couru ensemble en F1, mais aussi aux 24 heures du Mans. Malheureusement, après la catastrophe de 1955 et le retrait de notre constructeur de toute compétition pour plusieurs décennies, nous ne serons plus jamais réunis ensemble. Vous l'avez compris, on cherche deux pilotes qui ont fait équipe, qui ont été adversaires dans d'autres écuries, qui ont fait équipe en Formule 1 ensemble, qui ont fait équipe aux 24 heures du Mans ensemble. On est dans les années 50. Il y a la star interplanétaire et il y a celui qui devait devenir cette star interplanétaire, mais qui malheureusement s'illustrera comme le garçon n'ayant jamais été champion du monde. Sterling Moss. Mais évidemment. Il est là. Évidemment. Les gars, évidemment. Il est là. Sterling Moss et Fangio. Putain, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Bien sûr. Merci pour la crédibilité des pistonnets. Merci mon cher Pierrot en tout cas d'être intervenu. Je suis content là. Pierrot mène désormais 2-1 et on va attaquer le quatrième et dernier. Qui sont-ils? Ensuite, on partira sur un petit questionnaire. Attention, on va parler d'un duo qui a marqué l'histoire de la Scuderia Ferrari. Notre duo a emmené la Scuderia Ferrari donc du coup vers les sommets, à tel point qu'il faudra attendre près de 20 ans pour que les rouges connaissent pareil succès. Villeneuve-Pironi. Non. J'allais le dire. Non. Nous n'avons pourtant cette année-là pas la meilleure voiture, mais en tout cas on peut compter sur la voiture la plus fiable du plateau puisque Ligier et surtout Lotus nous ont véritablement mené la vie dure. Notre duo est plutôt très complémentaire. L'un est si constant qu'il remporte le titre de champion du monde. L'autre a tellement de fougue qu'il marquera les esprits des passionnés. Regazzoni. Non. L'autre a tellement de fougue qu'il marquera les esprits des passionnés à la manière d'un champion du monde qu'il ne sera malheureusement jamais. Une anecdote qui peut vous aider. Le titre du pilote numéro 1 se joue d'ailleurs à domicile cette saison-là à Monza. L'aîné, à 10 tours de la fin, est premier. Le cadet est deuxième. Et par loyauté, le cadet décide de ne pas attaquer l'aîné. Ah oui. Puisqu'il pense à ce moment-là que pour son coéquipier, l'aîné, le cadet pense que pour l'aîné, c'est la dernière chance de devenir champion du monde en carrière. Et lui, qui est la nouvelle star montante de la Formule 1, il a un avenir tout tracé devant lui. Et c'est pas Loda Prost, non? C'est pas Loda Prost. On est chez Ferrari, on est d'accord. On est d'accord que c'est 20 ans, je reprends. Von Trips et Hill. Pardon? Von Trips Hill. Non. On est 20 ans après le nouveau titre, avant le nouveau titre de constructeur de Ferrari qui a lieu, je crois, en 99, si je ne dis pas de bêtises. 20 ans d'absence de Ferrari au plus haut niveau, notamment sur les charts. Ils sont cette année-là champions du monde pilote,
champion du monde des constructeurs. Oh là là. 79, qui est champion 79, c'est Ulm. Oh là là. C'est pas Ulm. Oh là là. C'est Villeneuve. Mais non, il n'a jamais été champion du monde, il y a Alex Cali Ouais. sur le plateau. C'est vrai. Il est possible qu'il y ait Villeneuve dans le line-up, par contre. Ah, Scheckter Villeneuve. Villeneuve, Scheckter, Villeneuve. Ouais. Scheckter Villeneuve. Scheckter Villeneuve, qui l'a dit en premier jeu? C'est Hamza, c'est Hamza. Ouais, c'est je Hamza. ouais, je l'ai C'est pensé Hamza. aussi, mais ouais, c'est. Non, tu C'est l'as pas Il est passé. là. Scheckter Deux. Villeneuve. Putain, j'étais sûr. Je Ouais, me disais ouais. bien que c'était Villeneuve. Scheckter, ouais. 2 pour Pierrot, 1 pour Brice, 1 pour Hamza, 0 pour Alex Caldi. C'est pas son truc, les quiz. Et on s'attaque tout de Alors. suite à la deuxième partie, les amis. Question de mémoire. C'est Ouais. simple. J'ai 4 questions. Attends, fais voir. Ouais. Allez. J'ai 4 questions à vous proposer. Remontada. Quelles furent, concentrez-vous bien, quelles furent, et alors là pour me donner la réponse, vous dites votre prénom d'abord, parce que vu qu'il y a beaucoup Ok. de trucs à dire, vous dites votre prénom et ensuite je vous donnerai Oh là là. l'autorisation de donner la réponse. Quels furent les line-up de Williams F1, de Williams Renault, lors de la saison 1994? Ah. Vas-y Attends. Alex. Coulthard. Yes. Non, attends, non. Non, pas Vas-y, encore, vas-y. pas encore, pas encore. Non, vas-y, je passe. Ah bon. Vas-y, je prends la main. Je prends la main, s'il vous plaît. Prends la main. Pierrot. Senna 94. 94. Ah, oui. ah, on peut ouais. pas. Bah, alors, Allez, vas-y, go, Senna. go. Bah oui. Oh. Ah non. Allez, allez, fallait bah, écouter, si. fallait écouter. Senna, Ouais. Coulthard. Et je crois qu'il y en a un troisième, mais je sais plus. Ah, merde. Je sais plus. Tu valides 2 ou tu valides 3? Je valide 2 pour le moment, mais D'accord. Vas-y Alex. Frenzen. Non. Hamza. Hamza. Mansell. Oui, il est là. Oui, c'est Et vrai. il fait le hold-up parfait, c'est-à-dire qu'en un nom, il prend le point, bien sûr. Hamza égalise, bien sûr, avec Pierrot. De partout. alors attends, quand même, il donne qu'un seul nom, les gars. Hein. Moi, Il j'en donne donne qu'un quand seul même nom. 4. Et 3. c'est ça la difficulté. J'avais c'est j'avais que donné Coulthard aussi. Hein. mieux vaut ne J'avais rien aussi, dire et d'attendre, bien sûr, que de donner un point à l'adversaire. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Vous êtes tous des amoureux du sport automobile français. Oui. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que je voulais vous demander quel était le dernier line-up que Prost Grand Prix a connu en Formule 1. Ah, J'ai- Ah, c'est Pierrot qui a dégainé en premier. Vas-y, Ah, Pierrot. Ah oui. Ah oui. Ah non, j'ai plus. Putain. Alex. Ah, je me suis paumé. Je crois que c'est Alex. Mazzacan. Non. Ah non, il était pas là encore. Le dernier, Ah, j'avoue. c'est simple, le dernier Grand Prix, le dernier Grand Prix disputé par Prost Grand Prix, il me semble C'est que Suzuka. c'est Suzuka 2001. 2001. Oui, Qui absolument. étaient les deux pilotes, sachant que cette année-là, Prost a connu 5 pilotes. Il y a eu des brouilles, Ah, il y a eu Ah, des oui, histoires d'argent, il y a eu des histoires de manque de performance, et on a fini au Japon 2001 avec 2 pilotes. Qui étaient ces pilotes? Ouais, Brice. Brice, il a quelque chose. J'aurais pas le deuxième. il y a Allez-y. Non. Ah ouais. Allez-y, C'est pas lui. il finit chez Jordan. C'est un petit il indice. finit parce chez que- Jordan et puis d'ailleurs, je il croyais que finit c'était sa une- carrière en emboutant Kimi Ah Raikkonen. oui, je voilà. pensais que c'était sur une France qu'il emboutait Eh non. Raikkonen. Non. Non, non. Il finit chez J'en Jordan. ai un, mais Posez-vous j'en la ai question pas deux. qui était chez Jordan. Alors vas-y, donne-en un si tu vas Hamza, à la limite. Frenzen. Frenzen, il y est. En effet, il Mais a l'autre, fait je l'ai pas. 4e au qualif j'ai, de Spa cette année-là. Et l'autre, alors il est complètement. Moi, je l'avais oublié, les amis. Ah, c'est pas un japonais. C'est pas un japonais, c'est plus un tchèque. C'est un tchèque. Ah, si, je l'ai, je vois très bien son. Il a Oh, disparu. Il avait remplacé Luciano Burti après son Ouais. terrible carambolage, son terrible sortie de piste à Spa. Je sais pas si vous en rappelez. Si, ouais, mais comment Mais il non, s'appelle s'appelle ou pas mais c'était pas Trulli. Non, Non, c'était pas Trulli. c'était un tchèque. C'était un Non, tchèque. Trulli, il était chez Jordan à l'époque. Ouais. Putain, Bon, j'ai fait le line-up Jordan, on pourrait en accorder un point. Quoi. Malheureusement, tu n'avais pas le bon. c'est un Écoutez, les prieur. amis, on va s'arrêter là. Je vais pas t'accorder le point, mon cher Hamza, c'est dommage. Peut-être le demi-point qui pourrait faire pencher la chose à la fin. C'était Thomas Enge. Je sais pas si vous vous rappelez de ce Oui, mec-là. oui. Non, pas Ouais, du tout. ah, je m'en souviens absolument pas de lui. Oh là là. Voilà. Thomas Enge qui avait fini la saison chez Prost. On a Oui. parlé du dernier line-up de Prost. Est-ce que vous vous rappelez du premier line-up de Red Bull en Formule 1? Oui, je l'ai. Oui. Je l'ai, Ah, je l'ai, Alex je a l'ai. dégainé le premier. Je l'ai. Alors, il me semble que le premier line-up, il y avait 3. Il y avait 2 pilotes qui se partageaient avec Coulthard. Il y avait Coulthard et il y en avait 2 autres. Il me semble qu'il y avait Christian Klein. Non, pas Klein. Oui, c'est Klein
et il y avait un autre pilote qui partageait sa place avec Clean. Si. Il s'appelle. Et... Il s'appelle. Je sais. Attends. Il s'appelle. Moi, je sais. C'est quoi ta réponse, Alex, en fait? C'est quoi ta Ouais, réponse? t'as pas de réponse, t'as pas de C'est quoi ta réponse. réponse, en fait? Moi, j'ai une réponse. Ouais, j'en ai Non, un moi aussi, aussi. j'ai Attends, buzzé avant. attends. C'est quoi ta Coulthard réponse, Alex? et Robert Donbos. Non. Oh. Brice? Alors, Comme je ça, pense, Brice. je pense que c'est. Bah si, juste après Alex, c'est moi qui ai levé la main. Ouais, Mark Webber, Christian Klein. Faux. Non. Non. Je l'ai. non. 2005. Liuzzi. Vincentonio Liuzzi. Non! Jamais chez Ah Toro oui, Rosso. Chez Red Bull, les gars! Chez Red Bull! Si, attendez, si, parce que Chez il me Red semble qu'en Bull. 2005. Pierrot, t'as quelque chose ou pas? Bah là, j'ai plus rien là. Parce que, Non, mais alors, sérieux, les gars! il me semble, non, attendez, il me semble que c'était Coulthard et Non, c'est avec. Weber d'abord. Non, Non, c'est Coulthard. Coulthard. Non, non. Il y a Christian Klein qui partage un baquet, effectivement, mais je Mais sais, je moi pensais que c'était j'allais lui. dire que c'était Dornbos, mais croyais si que- c'est pas mais Dornbos, oui, Alex Wurtz. Non, mais Non. il semble que c'est Liuzzi qui partage avec lui, Mais non. justement. Les gars, il y a deux pilotes. Il y a Attends. deux pilotes cette année-là. Il y a deux pilotes chez Red Bull. Mais il y a C'est qui les Coulthard. deux Il y en a pilotes chez deux. Red Bull? bah, Coulthard et Klein. Coulthard décline. Merci, c'est gentil. Ah, bravo. attendez. Un point. Alors, pour la petite histoire, bah oui, mais pour la petite histoire, normalement, Klein, oui. Klein, il partage son Partage. baquet avec un autre pilote, une Non, course mais sur sûr. deux. Non, Ah, bah je oui. suis presque certain. Je suis sûr et certain. C'est pour ça que moi j'étais en mode sûr et certain. parce que Je suis presque sûr et partagé, certain. Et comme Alex, hein, je crois que c'est avec Robert Dornbos vérifie. justement qui Je suis en qui train de partage vérifier. son baquet. Vérifiez, Je suis, monsieur en, l'arbitre. je suis en train de vérifier, mais il me semblait. Alors, tatati Et tatata. il y a le Christian vétéran- Klein dedans. Le vétéran David Coulthard et le jeune Christian Klein, protégé de longue date de la firme autrichienne et pilote Jaguar au moment du rachat, ramènent 7 points du premier déplacement en Australie, blablabli, blablabla. Moi je Oh, les gars, Mais attendez, j'ai les gars. j'ai pas Robert Dornbos, hein. Attends. Ah les gars, faut vérifier les informations avant Ah, les les gars. quiz. Ah, mais moi, je te dis, pour moi, l'info, c'est que c'était Klein Weber. Et 2005, énorme. Non, j'ai Eh ben, raison. écoutez- C'était Non. Liuzzi. C'était Liuzzi. Non, c'était Liuzzi. C'est C'était Liuzzi. Coulthard, Ah, putain. Klein et Liuzzi. Mais attends, est-ce que Liuzzi a vraiment des. Est-ce qu'il n'était pas Alors, troisième pilote cette Non. année-là? En fait, Non, Liuzzi, il me semble en qu'il fait, court en- Liuzzi était sponsorisé par Red Bull, était soutenu par Red Bull et aussi Klein. Et donc les deux, Red Bull était un peu, avait décidé de faire ça, partager la numéro 15. Donc du coup, c'est bien la numéro 15? Oui, c'est la numéro 15. Ils partageaient la numéro 15 entre Klein et Liuzzi. Et du coup, cette voiture était partagée. Coulthard effet. avait la voiture numéro 14. En C'est effet, Liuzzi, t'as raison. Liuzzi partageait. Je suis pas sûr d'avoir entendu Vitantonio Liuzzi. Hein. Si, Vas-y, Hamza je l'ai l'a dit. Hamza l'a dit. Allez, on te donne. Ah, c'est Hamza qui l'a dit. Non, mais on le donne pas à Hamza. Non, mais faut pas. Non, Non, mais mais c'est faut une arrêter blague. les gars là. Non, mais c'est une blague. Honnêtement, Je tiens juste à dire que Mais j'ai quand même donné attends, l'info de la voiture Un partagée. demi-point sur la question précédente, plus un demi-point sur cette question, ça fait un point. Ramène le point. Non, Moi, j'ai toujours 0 points. Tiens, le vous marchand savez de quoi tapis. Vous savez quoi, les gars Vous savez quoi, les gars? Il y aura des Nul points pour là. personne. Voilà, il y aura Voilà. des points pour personne. Allez, bim, chat. Parce que moi-même, je m'étais pas assez bien regardé sur la question. Erreur professionnelle du présentateur, on l'annule. Mais Bonne soirée, messieurs. Le coéquipier, les amis, le plus récurrent de Jacques Lafitte en carrière. Celui qui a disputé le plus Dépaillé de Grand Prix. Non, c'est pas Dépaillé. Ça aurait pu Patrick je croyais Tambay. aussi- C'est pas Patrick Tambay. Allez, je vous donne un petit indice. Parce qu'il faut qu'on aille vite, c'est le papa d'un champion du monde. Keke Rosberg. Ah, Keke Rosberg. Rosberg. Ouais. Ah C'est Alex ouais. qui l'a dit. C'est Alex qui l'a dit. Allez, Super. un point. Bravo. Les amis, le dernier petit jeu, on a déjà joué. C'est très bien. Moi, j'adore jouer. Donc, on va prendre le temps. Tant pis, on dépasse un petit peu. Maman, j'ai un Prendre le point. temps. Euh, je vais vous donner une liste de pilotes. Et en fait, il va falloir retrouver le pilote dont je veux parler. En fait, ils ont tous été coéquipiers du pilote que l'on cherche. Ah, Vous vous le rappelez de truc ce où- petit Ah, jeu, ok. on l'avait le fait truc, l'année le truc dernière. où Ah, Pierrot, ouais, on l'avait et, fait. Pierrot et Alex m'ont niqué la dernière fois, ouais, bien sûr. Exactement. Vous êtes concentrés? Est-ce que vous êtes concentrés? Je vais vous le faire de manière chronologique. Ok. Ou pas d'ailleurs. Non, je ne vais pas vous le faire de manière chronologique. Ah oui. Ah, allez, super. Allez, je vous donne des noms et vous me dites. Romain Grosjean, Lewis Hamilton, Vitaly Petrov. Aiki Kovalainen. Voilà. Non, pas Petrov. Bravo. Petrov Bravo. Petrov l'a été. C'est une victoire. C'est une Ah. victoire. Il y en a C'est une victoire de l'ami Pierrot. Il y en a Félicitations. qu'un seul. Ah, Ah oui, il y en a qu'un Ah seul. oui. ah, Ah oui. c'est le dernier, les gars. Ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Je sais qu'on passe des bons moments ensemble. Mais quand même, on avait dit un format un petit peu plus court. Merci à tous, bien sûr, d'avoir été avec nous pour cette très très belle émission. J'espère que vous vous êtes régalés. N'hésitez pas à commenter cette émission, cette proposition, cette troisième déconfinée, bien sûr, dans l'espace commentaire dans le chat qui vous est proposé. On se retrouve dimanche prochain
pour un nouveau thème. On continuera de parler de Formule 1. On continuera bien sûr d'évoquer nos beaux souvenirs ensemble. Et on vous attend bien sûr très nombreux, comme tous les dimanches à 17h. Salut, bye bye, restez connectés sur First In Sport. Ciao. Ciao.